vers la méthode de Newton. Nous avons parlé de la méthode de Newton la dernière fois. Nous avons dit que la méthode de Newton, c'est une méthode particulière par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui n'utilise pas l'intervalle d'encadrement de la racine qui est à 4bk. D'accord? La méthode dichotomie, la méthode de Lagrange et plein d'autres méthodes de variantes. Nous avons toujours un intervalle AKBK à chaque itération, à chaque étape, un intervalle AKBK qui fait quoi? Ben, qui encadre la solution. Et donc, à chaque fois, nous avons cette solution dans un intervalle, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. La méthode de Newton est une méthode qui est différente. Pourquoi? Parce que nous n'avons ni AK ni BK. Nous avons une suite récurrente qui est donc une suite définie par la formule que vous connaissez. Cette suite, donc on va dire que cette suite récurrente, évidemment, elle demande un premier point, un point initial, un premier terme, x0. Et puis, on fait quoi? Bah, xn plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn. Donc, c'est une suite récurrente avec premier terme. Donc, cette suite, il existe tout le temps. D'accord? Xn, on peut le calculer pour n'importe quel problème. Il suffit d'avoir f, f', x0 et de calculer xn à n'importe quelle étape. Mais le problème, est-ce que xn va converger vers la solution? C'est là la grande question. D'accord? Alors que pour la méthode de dichotomie, cette question n'est pas posée. Ah, on calcule, on détermine les intervalles A4, BK, on calcule XK et on sait que XK va converger. Pourquoi? Parce que XK il appartient toujours à l'intervalle A4, BK. Comme l'intervalle devient de plus en plus donc de faible amplitude, alors ben voilà, donc la solution, la suite va converger vers la solution. Donc ici, c'est pas tout à fait donc la même chose. Xn ici, il peut partir dans un sens comme dans l'autre. Et donc, il peut s'éloigner en fait de x bar. Donc ça, c'est pour comprendre la différence entre dichotomie et Lagrange. Il y a toujours un intervalle A4BK qui devient plus petit à chaque étape, de faible amplitude, et que dans cet intervalle, il y a la solution exacte x bar et il y a la suite xk. Et donc, ça fait quoi? Ça fait qu'à un certain moment, lorsque l'amplitude devient epsilon, qui est la précision, ben, on peut prendre donc xk comme valeur approchée. Ici, ce n'est pas le cas, parce que nous n'avons pas cet encadrement de la solution ou des termes de la suite xk. Donc, c'est pourquoi nous avons vu qu'il y a des conditions de convergence. Ce sont des conditions suffisantes, attention. Leur réalisation implique que xn tend vers x bar. Mais lorsque une condition n'est pas vérifiée, je ne peux rien déduire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le si seulement si. Ce n'est pas équivalent. D'accord? C'est juste 4 conditions. Lorsqu'ils sont là, je peux déduire que la méthode converge. D'accord? Mais lorsque une condition n'est pas vérifiée, ben, je ne peux rien déduire. Je ne peux pas dire qu'ils convergent, mais je ne peux pas dire qu'ils ne convergent pas. Voilà. Ces conditions, ils sont quoi? Bien sûr, f est minimum classe C2 pour pouvoir dériver et pour que la dérivée soit continue. D'accord? Ensuite, f' est différent de 0. C'est-à-dire que la dérivée seconde, elle est ou bien positive, strictement, ou bien négative. Il ne peut pas s'annuler, il ne peut pas changer de signe. Évidemment, il ne peut pas s'annuler à cause de là, parce qu'on ne peut pas avoir une tangente horizontale. Si nous avons une tangente horizontale, f' de x égale à 0, ça veut dire que la méthode de Newton, on ne peut pas appliquer la méthode de Newton. Et f' différent de 0, ça veut dire aussi, hein, c'est la même condition mais écrite autrement, que la fonction f est strictement croissante ou strictement décroissante. D'accord? C'est-à-dire que la dérivée elle est ou bien positive ou bien négative. Donc, strictement, ça fait que la fonction est monotone. Donc, ça se rejoint comme condition. La deuxième, f seconde de x différent de 0. Là, c'est f', là, c'est f seconde. Ça veut dire quoi f seconde différent de 0? Ça veut dire aussi que ou bien f seconde est strictement positive, ou bien il est strictement négatif.
ça veut dire quoi? Il ne change pas de signe dans l'intervalle, bien sûr, tout ça dans un intervalle AB. C'est notre intervalle de travail. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de point d'inflexion. Donc, là, parce que ça, soit la fonction est concave, ici, soit la fonction est convexe. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre choix. Soit la fonction est concave, soit qu'elle est convexe. Et la quatrième condition, c'est, on va dire, f de x0 multiplié par f seconde de x. Regardez, ici c'est f x0, là c'est f seconde de x. Pourquoi? Parce que f seconde de x, il est ou bien positif ou bien négatif. C'est un signe. Donc on veut que f x0, là, on va dire de même signe, donc positif. Donc on veut que f de x0, l'image de x0, soit de même signe que f seconde de x. D'accord? Donc voilà. C'est les quatre conditions qui assurent la convergence. Mais en absence de l'une des conditions, ben, on ne peut rien déduire, ni la convergence, ni le fait que la suite ne converge pas. Et là, au lieu de dire x0 quelconque, on dit que, apprenez à dire que x0 est bien choisi. D'accord? Bien choisi. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition. On ne peut pas juste dire, voilà, x0 est quelconque dans l'intervalle A. Ben, ceci étant, c'est la précision par rapport à la méthode parce que c'est une méthode qui est différente par rapport aux autres. Maintenant, comme nous avons écrit un algorithme pour les autres méthodes, est-ce qu'on peut écrire un algorithme pour la méthode de Newton ici? Donc, quelles sont les données? On a besoin de quoi? On a besoin de la fonction f, on a besoin de la fonction f', bien sûr, f seconde pour les conditions de convergence, et nous avons besoin de x0 qui est bien choisi. Maintenant, nous allons faire quoi comme calcul? Donc, la boucle de calcul tant que, while, est peut-être utilisée. Pourquoi? Parce que nous avons déjà ici, pour n'importe quelle méthode, un test d'arrêt. Nous avons vu plusieurs tests d'arrêt. D'accord? Tant que ce test d'arrêt, il y a un calcul à faire. Quel est ce calcul? Ben, c'est xk plus 1 égale xk moins f de xk sur f prime de xk. D'accord? Ou bien xk égale k moins 1, x moins k moins 1, moins f de xk moins 1, f prime de xk moins 1. D'accord? C'est une suite récurrente. Tout ce qu'on a, c'est de calculer. Donc, ici, le test d'arrêt, nous avons vu plusieurs tests, lesquels on veut que l'image de xk devient, s'approche de 0. Donc, tant qu'il est supérieur à epsilon, et donc il faut ajouter ici epsilon, c'est la précision souhaitée, tant que la valeur absolue de f de xk est supérieure à epsilon, il faut faire quoi? Ben, il faut continuer à faire des calculs. D'accord? C'est ce qu'on appelle boucle de calcul. D'accord? Parce que nous ne sommes pas à la précision souhaitée. Maintenant, si pour une fois on trouve que la condition ici c'est une condition, ou bien il est vrai, ou bien il est fausse, ou bien il est vérifié, ou bien il n'est pas vérifié. Ici, si elle est vérifiée, je vais encore faire des calculs, d'accord? Mais s'il n'est pas vérifié, ça veut dire quoi que cette condition n'est pas vérifiée? F de xk devient inférieur ou égal à epsilon. C'est ce qu'on souhaite obtenir. Donc ici, nous allons quitter, d'accord? Ou bien on va dire int pour rester dans la terminologie donc algorithmique. La seule différence, bon là, c'est nous avons les éléments initiaux qu'il faut commencer avec. Nous avons la condition. Là, nous avons un premier test. On peut changer ce test et utiliser le test, par exemple, de l'incrément que nous avons vu aussi la dernière fois, xk plus 1 moins xk supérieur à epsilon. Mais attention ici, nous ne pouvons pas utiliser un test avec AK et BK. Pourquoi? Parce que par rapport à la méthode de Newton, il n'y a pas de AK et BK. Voilà l'algorithme. La différence, il est où? La différence, c'est que si vous vous rappelez les algorithmes des autres méthodes, nous avons dit à chaque fois, dès qu'on sort de ce calcul, boucle, donc while and, ou bien tant que, fin de tant que, dès qu'on sort de ce boucle, nous avons xk plus 1 est une valeur approchée. Ici, non. Il faut ajouter quoi? Plus les conditions de convergence.
D'accord? Si les conditions de convergence sont vérifiées, là, on peut dire que xk converge vers x bar et que on peut prendre une solution approchée. Donc, voilà par rapport à l'algorithme de la méthode de Newton, on l'écrit comme ça. On a besoin d'éléments donc de départ qui sont la fonction, on calcule sa dérivée seconde, le point de départ x0 qui doit être bien choisi. Je souligne ici bien choisi. On ne peut pas prendre le point de départ aléatoirement. Epsilon, c'est la précision souhaitée. Nous avons une seule boucle qui est boucle de calcul avec un test d'arrêt. Et dès qu'on quitte le boucle de calcul, cette boucle de calcul, on peut vérifier les conditions de convergence. Ici, ils sont là. On peut déduire que la suite xk converge vers x bar et que nous pouvons prendre une valeur approchée, l'un des termes de la suite x. Voilà. Alors, deuxième méthode que nous avons entamée la dernière fois, c'est la méthode point fixe. Donc, la méthode point fixe, c'est une méthode qui est liée en fait aux méthodes à la méthode donc qui est liée à la méthode ou à la résolution des équations non linéaires. Donc, le lien se fait comme ce que nous avons fait la dernière fois, f de x égale à 0, on peut toujours trouver un lien avec g de x égale à x, et inversement, g de x égale à 0, on peut toujours transformer cette équation en f de x égale à 0 en choisissant ici, en définissant g égale et en définissant ici f égale. Pourquoi je n'ai pas mis ici les deux sur la même ligne et j'ai mis équivalent? Ce n'est pas, il n'y a pas d'équivalence. Pourquoi? Parce que dans ce sens-là, je peux trouver plusieurs fonctions g. Je peux transformer l'équation en plusieurs fonctions g. Donc, je n'ai pas un problème non linéaire est équivalent à un problème point fixe. D'accord? Donc, c'est pourquoi je dis que tout problème f de x égale à 0 peut être transformé en problème point fixe, et tout problème point fixe ici, attention, c'est x. Donc, tout problème point fixe peut être transformé en un problème de résolution d'une équation non linéaire. D'accord? Voilà. Donc, les conditions de l'existence donc d'un point fixe, nous avons dit la dernière fois, f de AB contenu dans AB. Et nous avons vu comment calculer l'image de l'intervalle AB. Bien sûr, avec la continuité, ça y est, c'est suffisant. D'accord? Là, il existe. Notre point fixe existe. D'accord? Un point fixe. Maintenant, les conditions de convergence, c'est autre chose. D'accord? Ça veut dire un point fixe existe. Ça ne veut pas dire que la méthode de point fixe qui est G2, qui est xk plus 1 égale à G de xk, qui est aussi une suite récurrente avec un x0 au début, cette méthode-là, il définit une suite. Mais on ne peut pas, comme dans la méthode de Newton, déduire automatiquement que xn tend vers x bar. C'est à vérifier. D'accord? Ce n'est pas comme pour la méthode de dichotomie de Lagrange où nous savons dès le départ qu'il suffit d'appliquer la méthode. Une fois la méthode appliquée, alors nous aurons une suite qui va converger vers la solution. Ce n'est pas le cas pour les deux autres méthodes qui sont méthode de Newton et méthode point fixe. Voilà. Donc ça, c'est une précision donc importante. Il fallait donc mentionner ça. Et nous allons donc voir ce qu'il nous reste à voir par rapport à cette méthode. Comment il est défini? Voilà. Comment il est défini, cette méthode? Quelles sont les conditions de convergence et comment nous allons donc appliquer cette méthode. Donc la méthode, on a dit, c'est lorsque G admet, c'est une fonction, lorsque G est une fonction contractante. Je rappelle que contractante est une fonction lipschitzienne qui admet donc lipschitzienne avec un rapport K inférieur à 1 strictement. Et donc c'est une
la fonction G est continue, elle vérifie donc, elle est contractante, l'image de l'intervalle, il est dans l'intervalle AB, et donc on définit la méthode par un point initial x0 et la suite récurrente, ou bien itérée, qui est xn plus 1 égale à G de xn. Maintenant, la méthode de Newton, telle que nous l'avons donc vue auparavant, est une méthode point fixe. Pourquoi? Vous savez que la méthode de Newton, donc c'est une méthode qui est définie par xn plus 1 égale à xn moins f de xn sur f' de xn. Ben, je peux poser tout ça comme une fonction gxn. Et g, c'est quoi? Ben, la fonction g ici, c'est x, g de x, c'est x moins f de x sur f' de x. Si je choisis cette fonction, bah, xn plus 1 est égal à g de xn. Et donc, c'est une méthode point fixe. La méthode de Newton est une méthode point fixe. La méthode dichotomie, par contre, ne peut pas être décrite comme une méthode point fixe. Pourquoi? Bah, pas tout simplement parce qu'il y a AK et BK. Donc, on ne peut pas définir une suite de cette manière. Voilà. Donc, un premier exemple, la fonction g qui est définie sur 0 plus l'infini par g de x égale à 1 plus x sur 2 plus x. Donc, c'est une fonction qui est contractante. On le sait, nous l'avons déjà vu dans l'exemple précédent, de rapport 1 quart. Et pour déterminer que l'image de l'intervalle reste dans l'intervalle, l'image de AB reste dans AB, donc ici, nous ne pouvons pas, et ça c'est très important, nous ne pouvons pas calculer l'image de B parce que c'est plus l'infini. D'ailleurs ici, l'intervalle est ouvert, d'accord? L'intervalle doit être ouvert, d'accord? Il n'y a pas d'intervalle fermé comme ça. Et donc, lorsque on veut calculer l'image ici, attention à ne pas écrire f de plus l'infini. Donc, ce n'est pas. Comment nous pouvons déterminer donc l'image d'un intervalle? Bon, soit par encadrement, soit par encadrement, soit par étude de fonction. D'accord? Donc, c'est les deux. Soit pour encadrement, soit étude de fonction. Et là, on peut procéder par encadrement, voir est-ce que c'est possible. Sinon, pour calculer la dérivée de cette fonction, étudier le signe de cette dérivée et dire voilà la fonction elle est telle et telle, et dresser le tableau de variation. Je rappelle seulement comment nous allons pouvoir déduire l'image d'un intervalle à partir d'un tableau de variation. Hein. Nous avons vu la dernière fois que l'image de l'intervalle AB, ce n'est pas forcément f de A, f de B, ce n'est pas forcément f de B, f de A. Ça peut être n'importe quel intervalle entre les deux, si la fonction change de variation. La fonction, il vérifie l'image de 0 plus l'infini, il est contenu dans 0 plus l'infini. Il suffit de calculer la dérivée, de trouver que la fonction est monotone, et puis de remplacer l'image de f de b, de remplacer f de b par la limite. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc, on aura la possibilité. Et donc, pour résoudre l'équation point fixe g de x égale à x, on commence par x0 égale à 4 et on calcule x1 et, qui est 5 sur 6 et non pas 5 sur 7. On remplace x par 4, donc c'est 5 sur 6. Et on continue à faire pour x2, pour x3 et ainsi de suite. Donc, c'est la méthode point fixe. Donc, est-ce qu'il y a une solution exacte à ce problème? Il suffit de l'écrire et de voir est-ce qu'on peut résoudre mathématiquement donc cette équation. Donc, g de x égale à x, 1 plus x sur 2 plus x égale à x, et je développe, j'utilise la proportionnalité, je développe, j'organise, je trouve une équation second degré, un trinôme. Un trinôme, vous savez comment résoudre le trinôme, vous calculez delta, et puis vous avez deux solutions, moins racine de 5, moins 1 sur 2, racine de 5, moins 1 sur 2. Il y a une solution négative et une solution positive. Et comme nous sommes en train de travailler sur 0 plus l'infini, donc nous allons retenir la solution positive qui est de l'ordre de 0,07, qui appartient évidemment à 0 plus l'infini. D'accord? Et la limite de la suite ainsi définie, va converger vers cette solution. Bien sûr, il faut que les conditions soient vérifiées. Les conditions, ils le sont. Pourquoi?
Parce que la condition pour que la méthode de point fixe converge, c'est le fait que la fonction est contractante. Et là, nous avons vu que cette fonction est contractante auparavant. Alors, comment nous avons fait un petit calcul pour démontrer le fait que c'est une fonction contractante. Est-ce qu'on peut toujours le faire? Non. Le petit calcul que nous avons fait sur les exemples précédents, à chaque fois, on prenait f de x, f de y, moins f de x, et on essaye de développer des calculs, de faire des majorations pour obtenir que c'est inférieur à k, y moins x. Bon, ce n'est pas toujours possible d'appliquer cette méthode parce que parfois on ne pourra pas faire ces calculs, on ne pourra pas faire la majoration ici. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est utiliser le théorème des accroissements finis. Vous savez que lorsque les conditions sont vérifiées, on a la fonction de classe C1 et autres, donc on peut toujours dire, le théorème des accroissements finis nous dit qu'il existe un C dans l'intervalle AB, d'accord, tel que f de B moins f de A est égal à f' de C, B moins A. La question, c'est que il existe un C, donc on sait qu'il existe, mais on n'arrivera pas à le déterminer facilement. Donc cette égalité, là aussi, on ne peut pas l'utiliser. Mais en utilisant quoi? Ben, on utilise la borne sup inférieure ou égale, au lieu de f'C, C qui est l'image au 1 point, on utilise, bon, il y a une valeur absolue ici évidemment, on utilise la borne sup, d'accord, ou bien le max, hein. Sup c'est plus général. Le max, c'est lorsque la valeur est atteinte. Le sup, c'est dans le cas général. F' de x en valeur absolue, x appartient à l'intervalle AB. D'accord? Un élément, il est toujours inférieur à la borne sup. D'accord? L'image en C, il est toujours inférieur à la borne sup, qui est la valeur un peu, on va dire, maximale. Et après, B moins A. Donc, il suffit de calculer ce sup qui va jouer le rôle de K ou de L. Si on peut prouver donc, que ce sup est une valeur, donc on trouve qu'il est inférieur à 1, ben on peut démontrer de cette manière que la fonction est contractante. Comment? Ben, parfois, nous sommes amenés à étudier cette fonction f', c'est-à-dire calculer f seconde et dresser le tableau de variation de la fonction f'. Donc ici, si les conditions sont vérifiées, la limite de xn est égale à donc racine de 5 moins 1 sur 2. Donc, ça termine un petit peu les méthodes. Nous avons vu plusieurs méthodes. Des méthodes qui utilisent un intervalle, on va dire, d'encadrement de la racine a cap bk. D'autres méthodes qui n'utilisent pas cet intervalle et dont il faut faire une vérification concernant la convergence. Donc, la vérification, c'est par rapport aux 4 conditions concernant la méthode de Newton, par rapport à une condition concernant la méthode de point fixe, en particulier le fait que la fonction g est contractante. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler globalement d'autres notions, la convergence, j'ai déjà parlé de la convergence, l'erreur et l'ordre de convergence. Donc une méthode est dite convergente s'il définit une suite xn qui converge vers la solution que nous sommes en train de chercher. D'accord? Et bien sûr, bon voilà, la solution ou la méthode converge. La méthode elle peut converger pour une fonction ou pour un exemple et ne pas converger pour d'autres. Hein. C'est la méthode de Newton, il peut converger pour quelques cas et ne pas converger pour d'autres. Ça dépend des données de problème. Donc la convergence, ça veut dire que la limite de la suite récurrente définie par la méthode est égale à x bar. Cette convergence, elle est acquise pour les méthodes de dichotomie et Lagrange, mais il est à vérifier pour les autres méthodes. L'erreur, en fait, c'est quoi? Nous avons parlé déjà de l'erreur. C'est xn moins x bar. Le problème, c'est la différence entre la valeur exacte et la valeur approchée. Et en fait, nous avons une suite Rn ici. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape, nous avons une erreur. On commence ici par x0, nous avons une estimation de l'erreur, et puis on calcule x1, nous avons une nouvelle estimation de l'erreur. Donc l'erreur, en fait, c'est une suite d'erreurs qui sont
réalisé à chaque fois. D'accord, bien sûr. Donc, cette xn, il est appelé à converger vers x bar. Donc, Rn, il est appelé à converger vers 0. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau, mais il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de différence, de distinction, ou bien la distinction entre les deux, il est très réduite. Donc, c'est la convergence, c'est l'erreur. Le problème avec cette définition de l'erreur, c'est que nous ne pouvons pas calculer cette différence. Pourquoi? Parce que l'inconnu, c'est la solution. Si nous avons la solution, bah pourquoi nous allons faire tout ce calcul? La solution exacte, on peut l'utiliser et c'est bon. Maintenant, ce qu'on fait, ben, on essaye, dans la mesure du possible, de trouver une majoration de l'erreur. Cette majoration, ben, elle peut être en fonction de n, elle peut être en fonction de f, et peut être en fonction d'autres constantes, mais sauf x bar. Elle ne doit pas contenir x bar. D'accord? C'est pourquoi nous avons dans la méthode dichotomie, nous avons la majoration de l'erreur qui est b-a sur 2 à la puissance n, à n'importe quelle étape. D'accord? Ça, c'est une majoration d'erreur. Pourquoi il est indispensable d'utiliser cette majoration d'erreur? Parce que, évidemment, nous ne pouvons pas calculer la valeur exacte de l'erreur si nous n'avons pas la solution exacte. Maintenant, il y a deux types d'erreurs. Il y a l'erreur ainsi définie, on l'appelle l'erreur absolue. Eh bien, on peut diviser par x bar pour connaître l'erreur relative. Une deuxième propriété donc importante, c'est l'ordre d'une méthode. Hein, nous avons déjà travaillé sur un exemple et nous avons fait la comparaison entre la méthode dichotomie et la méthode de Newton et nous avons donné que pour obtenir une précision donnée, ben, en fait, la méthode de dichotomie, il faut exécuter 7 ou 8 itérations de calcul, mais pour la méthode de Newton, nous avons la même précision au bout de 2-3 itérations de calcul. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces méthodes-là n'ont pas, ben, elles convergent toutes les deux, mais n'ont pas la même rapidité, entre guillemets, de la convergence. Cette rapidité, en termes mathématiques, il est appelé ordre de convergence. Ordre de convergence, il est défini de cette manière. Donc, on dit que la méthode est d'ordre P, c'est la limite de l'erreur actuelle divisée par la puissance P de l'erreur précédente, au rang précédent, et c'est une limite qui est finie et qui est strictement supérieure à 0. Et donc, dès que P va prendre des valeurs qui sont plus grandes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méthode va prendre, donc, on va dire que la méthode va converger plus rapidement. Donc, la convergence de la méthode, il est liée à la valeur de P. Bien sûr, P est un entier naturel. La première valeur possible étant 1, et les méthodes dichotomie et Lagrange sont des méthodes linéaires d'ordre 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, l'erreur, pour la méthode dichotomie, l'erreur est divisée par 2. Donc, regardez si vous voulez donc arriver à une faible ou à une très grande précision, c'est-à-dire epsilon égale à 10 moins 20 ou 10 moins 50, ben, la méthode dichotomie ne marchera pas parce qu'il faut utiliser un très grand nombre d'itérations pour obtenir cette précision. Par contre, s'il y avait une méthode avec un P égale à 5 ou un P égale à 10, bah, évidemment, la convergence va être rapide. Bon, les méthodes qu'on connaît, il n'y a pas de ces valeurs-là. Il n'y a que des méthodes d'ordre 1 et des méthodes d'ordre 2. D'accord? Les méthodes d'ordre 1, c'est méthode dichotomie, méthode de Lagrange, méthode de point fixe aussi. Et une seule méthode d'ordre 2, dite convergence quadratique, c'est la méthode de Newton que nous avons donc introduit donc auparavant. Donc voilà donc une manière pour comparer les méthodes parce que bah, on peut dire bah, comment et pourquoi nous sommes en train d'étudier plusieurs méthodes. Pourquoi ne pas on va dire, bah, apprendre à utiliser une seule méthode et l'utiliser tout le temps. Voilà quelques exemples. Bon, les méthodes ne convergent pas de la même manière. Et il y a des méthodes qui convergent toujours et des méthodes qui ne convergent pas tout le temps. Donc, nous sommes amenés à chaque fois, ça dépend de notre problème, ça dépend de des conditions initiales. Nous sommes appelés à chaque fois de faire quoi? Bah, de faire un choix de méthode suivant les conditions initiales.
Alors, la majoration de l'erreur, bon, nous avons dit qu'on peut majorer soit avec les données de l'exercice, soit avec les théorèmes de mathématiques, comme pour, par exemple, le théorème des accroissements finis, qui nous permet de majorer donc l'erreur dans des cas particuliers, point fixe par exemple. Donc, ça donne cette majoration d'erreur parce que notre jeu, c'est l'erreur. On veut minimiser l'erreur. On veut toujours rendre la valeur de l'erreur la plus petite possible. Donc, ici, pour minimiser donc l'erreur, ben, on fait quoi? On utilise ce qu'on appelle les tests d'arrêt. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons vu, les tests d'arrêt. Nous avons ici, je résume ce que nous avons dit auparavant, trois exemples et on a d'autres. Le premier, c'est une majoration à travers les données de l'exercice, par exemple AK et BK pour les deux premières méthodes. Donc, pour obtenir la bonne majoration de l'erreur, il suffit de prendre BK moins AK inférieur à epsilon et c'est bon. Test basé sur le résidu, ben on veut que f de xk soit, prend une petite valeur proche de 0, ben on impose qu'il doit être inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à epsilon et la précision souhaitée. Ou bien, le test basé sur l'incrément, nous avons deux valeurs, xk plus 1 et xk, et ces deux valeurs-là, si la différence entre les deux n'est pas très grande, ça veut dire que cette méthode ne va pas améliorer les valeurs approchées et donc à un certain moment, il faut s'arrêter. Voilà trois exemples de tests d'arrêt, mais on peut ajouter d'autres tests d'arrêt. Par exemple, on peut vous demander carrément d'exécuter 5 itérations. C'est un test d'arrêt. On vous demande 5 itérations et puis vous vous arrêtez. C'est un test d'arrêt qui est basé sur le nombre d'itérations à exécuter. Bien. Maintenant, nous allons appliquer tous ces éléments-là sur un exemple. Donc, on cherche à résoudre l'équation cosinus x moins x égale à 0. Est-ce qu'on peut résoudre donc cette méthode de manière exacte? Ben, il suffit d'écrire cette équation cosinus x égale à x et vous rappelez un petit peu, vous essayez de vous rappeler vos cours de mathématiques auparavant. Vous allez trouver que les équations trigonométriques que vous avez donc résolues sont des équations de type cosinus x égale à une constante, mais pas cosinus x égale à x. Si vous voulez donc comprendre la chose graphiquement, vous allez dire, ben, il faut que je trace dans le même repère la fonction cosinus x et la fonction x, et la solution, c'est leur point d'intersection. Mais là, c'est une solution graphique. Qui dit solution graphique dit qu'il est toujours approché. Donc finalement, à votre niveau actuel, vous n'avez pas de méthode qui va vous permettre de résoudre par le calcul cette équation, c'est-à-dire trouver la valeur exacte. D'autres niveaux d'études possibles, on peut donc appliquer d'autres méthodes pour obtenir la solution. Et donc les méthodes numériques s'imposent ici. Il faut penser aux méthodes numériques. On commence par localiser la racine dans un intervalle et puis nous allons choisir une méthode à appliquer. Donc ici, pour localiser la racine, j'ai dit qu'il y a plusieurs manières. On peut regarder la fonction sur un graphique. Là, je le fais donc d'une manière électronique. On peut aussi étudier les variations de la fonction, calculer la dérivée et dresser le tableau de variation lorsque c'est possible. Et voilà, nous avons donc la localisation de la racine, comme vous voyez. Donc, après, il faut choisir des valeurs. Il faut bien encadrer avec des valeurs. Donc, ici, on peut considérer 0 et 0,5 même et 1. Donc, ici, nous allons encadrer par 0,5 et 1. Bien sûr, il faut vérifier. Je calcule l'image de 0,5. C'est cosinus 0,5 moins 0,5. Et c'est une quantité qui est positive. Il suffit d'utiliser. Voilà. Et là, c'est une remarque importante. Arrivé à cette écriture, on ne va pas vous demander de prouver ça mathématiquement. Vous êtes dans un cours d'analyse numérique. Donc, vous voulez dire que cosinus 0,5 moins 0,5, vous dites que c'est approximativement égal à moins, voilà, et il est approximativement égal, c'est une valeur qui est positive, je suppose. Voilà, c'est une valeur qui est positive, donc est approximativement égal à 0, parce que, voilà, et puis
en déduire directement qu'il est supérieur à 0. Vous n'avez pas besoin de démontrer. Il n'y a rien à démontrer, c'est une valeur numérique. La même chose pour cosinus de 1 moins 1. Vous dites par calcul sur calculatrice, c'est moins 0, et donc c'est une valeur qui est négative. Voilà donc la localisation de la racine. Donc, on peut dire que la racine ici, ou bien le point fixe, il est compris entre 0,5 et 1. Et le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe une solution, au moins une solution dans l'intervalle 0,5 et 1. Et après, il faut utiliser la monotonie pour s'assurer que la fonction est bien monotone sur l'intervalle. D'accord? Donc, c'est pourquoi il faut toujours respecter donc, ces étapes. Donc, évidemment, pour résoudre f de x égale à 0, on peut utiliser dichotomie Newton ou une autre variante. Mais si on veut souhaiter donc l'utilisation de points fixes, ben, il faut dire que poser g de x égale à x pour pouvoir écrire g de x égale à cosinus x pour pouvoir écrire le problème comme g de x égale à x. D'ailleurs, c'est la transformation. La transformation d'une équation f de x égale à 0 ou une équation point fixe ou un problème point fixe, il peut se faire de différentes manières. Si par exemple, j'ai ici x au carré plus 2x plus 1, ou moins 1 si vous voulez, égale à 0, si je veux transformer cette équation en point fixe, ben, je peux isoler x ici, d'accord? Donc, je vais écrire que x est égal à 1 moins x carré sur 2. Et donc, dans ce cas, je vais choisir g, cette fonction. Et j'aurai g de x égale à x. Mais ce n'est pas la seule méthode. Je peux aussi isoler x, mais à partir de ce x carré. Donc, j'aurai x carré égale à 1 moins 2x. Et donc, je vais dire x, c'est plus ou moins, il y a deux cas, la racine. Donc, là aussi, je vais choisir g, l'une de ces racines. Je peux faire un autre exercice. Je peux prendre ici, factoriser par x, ça va me faire x plus 2, d'accord, moins 1 égale à 0, puis je vais écrire 1, et là, je vais garder ce x et je vais diviser par x plus 2. Ça va me faire encore une fonction g ici. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la transformation d'une équation linéaire f de x égale à 0 à une équation ou un problème de point fixe ne se fait pas d'une manière unique. Et d'ailleurs, ces problèmes de points fixes ne sont pas comparables. Pourquoi? Parce que parmi ces fonctions, il y aurait des fonctions qui vont vérifier les conditions de convergence, d'autres qui ne vont pas vérifier les conditions de convergence. Donc, il y a toujours un choix à faire. Voilà. Donc, maintenant, nous focalisons ici sur le problème point fixe. G de x égale à cosinus x, et donc g de x égale à x. Voilà. Est-ce qu'on peut appliquer la méthode point fixe? Est-ce que les conditions sont bien remplies? Et G, est-ce qu'il est contractant? G, est-ce qu'il est contractant? Je calcule la dérivée, c'est moins sinus x, et il faut majorer, comme ce que nous avons dit tout à l'heure, majorer ce moins sinus x, qui est la dérivée, ou bien calculer le sup de cette fonction. D'accord? Donc ici, est-ce qu'on peut faire soit table de variation, soit table de variation sur 0,5 1, soit utiliser l'encadrement. D'accord? Il est aussi possible. Donc, l'encadrement ici, nous avons x, il est compris entre 0 et 1. Cosinus x, elle est comprise entre cosinus 1 et cosinus 0. Pourquoi? Parce que la fonction cosinus, elle est décroissante. Vous le savez. La fonction cosinus, elle est décroissante et sur le premier quart de cercle, c'est-à-dire sur le premier quart de cercle, c'est-à-dire là, le premier quart, voilà, on peut dire que c'est comme ça. Ici à là, cosinus, il est une fonction décroissante. Pourquoi? Parce qu'il commence ici à 1. La dérivée étant moins sinus et sinus positif, donc oui, c'est une fonction qui est décroissante. Donc, je vais donc venir ici, dire que x est comprise entre 0 et 1.
Donc, cosinus x est comprise entre cosinus 1 et 1. Et donc, je vais déduire, bien sûr, en remarquant que cosinus 1 est positif. Et bien sûr, bah regardez, j'ai pris un x qui est dans l'intervalle 0,1. Je trouve que dans tous les cas, son image, elle est dans le même intervalle 0,1. Donc, j'ai cette inclusion. Une remarque importante ici, et c'est quelque chose de très faux que plusieurs étudiants écrivent parfois, ça manque, c'est quelque chose où il n'y a vraiment pas de logique. Ben, on veut calculer ou démontrer que G de AB est contenu dans AB. Ben, quelques étudiants essayent de prendre deux, trois valeurs, d'accord, numériques, c'est-à-dire A, B, A plus B sur 2, bon, n'importe comment, deux, trois valeurs. Ils calculent leurs images, d'accord. Et puis, ils remarquent que ces images-là, les trois images ou les deux sont dans l'intervalle. Donc, ils disent, et là, c'est très grave du point de vue logique, d'accord, que, bah oui, nous avons G de l'image de AB, c'est dans l'image de AB. C'est quelque chose qui est un peu général, beaucoup de personnes peuvent l'écrire, mais c'est quelque chose qui est vraiment faux, c'est une fausse implication, et encore, il est plus grave pour des étudiants qui font des études supérieures. Pourquoi? Parce que on sait très bien que la fonction, il peut monter, diminuer, monter, rediminuer, monter, et obtenir les valeurs qui sont dans AB sont là, d'accord? Ces deux valeurs elles sont dans l'intervalle AB, mais pas le reste, pas ces deux valeurs extrêmes. C'est pourquoi il faut être vigilant par rapport à quelques déductions rapides comme ça. D'accord? Bien. Alors, G' de x égale valeur absolue de moins sinus x, et on sait qu'il est inférieur à sinus de 1. D'accord? Bah, sinus est une fonction, valeur absolue de moins sinus x, c'est aussi valeur absolue de sinus de x. Et sinus x est une fonction qui est croissante sur l'intervalle 0,1, toujours à travers le cercle trigonométrique. Elle est croissante, donc elle est inférieure à la plus grande valeur qui est sinus de 1. Sinus de 1 étant strictement inférieur à 1, on peut déduire que la fonction est contractante, la fonction g est contractante en utilisant quoi? En utilisant les accroissements finis. Voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. G de x, g de y, il est inférieur à sup de g' de x, et le sup de g' de x, il est inférieur à sinus de 1. Donc, je peux écrire sinus de 1, et c'est une fonction qui est sinus 1 contractante. Bien sûr, je peux calculer une valeur rapprochée de sinus de 1 et remplacer. Alors, voilà, la méthode, nous avons les conditions. La méthode converge parce que G est contractante. On peut choisir une valeur x0. Là, il n'y a pas de condition sur x0. On peut choisir n'importe quelle valeur dans l'intervalle AB. Ici, on vous propose de choisir le centre, d'accord, le centre de l'intervalle, et on construit la méthode avec les valeurs, donc les valeurs numériques, et on sait que la suite va converger. Maintenant, nous allons démontrer donc cette convergence. Comment? Une suite définie par point fixe, c'est quoi une suite définie par la méthode point fixe? C'est une suite où x0 est donné et que xk ou n plus 1, comme souhaité, est égal g de xn. Attention, cette manière d'écrire les choses ne doit pas vous perturber. Là, moi, j'écris parfois n cap, d'autres enseignants vont écrire n toujours ou k toujours. Sur des livres, vous allez trouver des notations comme ça avec petit n et grand n. Bon, le k, le n ici, il joue seulement le rôle d'un compteur de calcul. Hein, il n'intervient pas dans les relations. C'est, vous savez, je peux écrire une suite UN, je peux l'écrire UM, je peux l'écrire UP, c'est la même chose. Donc, ce sont que des compteurs de calcul. Bon, comment je vais démontrer donc la convergence? Je vais démontrer la convergence en montrant que xn moins x bar est inférieur ou égal à k à la puissance n, k c'est le rapport de contraction de la fonction, x0 moins x bar. Bien sûr, x bar c'est quoi? C'est la solution de
de ce problème. Comment on va définir x bar? Ben, x bar, c'est la valeur qui vérifie g de x bar égale à x bar. C'est le point fixe. D'accord? Donc, pour démontrer cette inégalité-là, je vais utiliser une démonstration classique par récurrence. x1 moins x bar, d'accord, le premier rang. Ben, x1, je sais que x1 ici va être égal à g de x0, moins, et x bar ici, je peux remplacer par g de x bar parce que c'est le point fixe. J'ai ici différence de deux valeurs. Je peux utiliser le fait que cette fonction est contractante et je vais écrire inférieur ou égal à k x0 moins x bar. C'est exactement la propriété donc souhaitée. Je vais faire comme hypothèse de récurrence le niveau n. D'accord? Donc, kn. Et je vais montrer que ça reste vrai pour n plus 1. Donc, comment je vais faire pour montrer? De la même manière que j'ai fait ici pour 1, je vais le faire ici pour n plus 1. Donc, g xn plus 1 égale à g de xn. Et x bar, comme tout à l'heure, égale à g de x bar. Donc, inférieur ou égal à k xn moins x bar. Mais xn ici, moins kxn moins x bar, mais xn c'est quoi? C'est gn moins 1, d'accord? Et alors, g de xn inférieur ou égal à kxn moins x bar. Xn, je vais remplacer par xn moins 1, et x bar gxn moins 1, et x bar, je vais remplacer par bon, j'ai même pas besoin de remplacer, j'ai l'hypothèse de récurrence. Voilà. J'ai même pas besoin de remplacer, j'ai l'hypothèse de récurrence, elle est là. Donc, xn moins x bar, ben, je vais écrire k à la puissance n, x0 moins x bar, ce qui va me donner k à la puissance n plus 1, x0 moins x bar. Et donc, ça démontre la propriété, oui, c'est plus simple comme ça démontre la propriété pour Stone. Donc, pourquoi cette propriété est importante dans la convergence? Parce que ben, nous avons dit que k est une constante qui est entre 0 et 1. C'est une suite géométrique avec une raison qui est inférieure à 1, entre 0 et 1. Donc, c'est une suite qui converge vers 0. Là, c'est une constante. Et donc, on déduit que cette différence tend vers 0. C'est chose qui signifie que xn tend vers x bar. C'est comme ça que on démontre la convergence de la méthode. Et rappelez-vous ici, la convergence, elle dépend que de la condition sur le fait que la fonction est contractante. D'accord? Elle ne dépend pas des autres conditions. Bien sûr, les autres conditions sont indispensables pour l'existence. Donc voilà ce que nous avons vu, donc le cas général. Maintenant pour notre cas, ben, Rn va être xn moins x bar. K c'est sinus de 1, donc nous allons écrire sinus de 1 à la puissance n 0,5 moins x bar. Et puis, ce que nous avons fait dans l'étape suivante, c'est que nous avons majoré sinus de 1 par racine de 3 sur 2, par un calcul sur le cercle trigonométrique, et nous avons majoré 0,5 moins x bar par 1 demi. C'est quelque chose que nous avons déjà effectué plusieurs fois, d'accord? Nous pouvons toujours, dans un intervalle, par exemple ici, d'accord? Nous avons la valeur x0 ici, et nous avons la valeur x bar qui va être quelque part ici, d'accord? On ne la connaît pas, mais elle est dans l'intervalle. Donc on dit quoi? Ben, on dit que au lieu de considérer la distance x0 moins x bar, qui est cette distance-là, mais qu'on ne peut pas déterminer avec exactitude, ben, on fait quoi? Ben, on prend soit tout l'intervalle AB, d'accord? On dit que la distance entre x0 et x bar, de toute façon, il ne va pas dépasser l'amplitude de l'intervalle parce que les deux sont dedans. Mais ici, on a mieux encore parce que x0, c'était le centre de l'intervalle, 1,5. Donc, le x bar, il est soit de ce côté, soit de l'autre. Hein? On sait maintenant qu'il est au moins qu'il est dans cette première moitié, sinon dans cette deuxième moitié. Dans ce cas, la distance est entre x0 et x bar
ne dépassera pas cette distance-là, ou bien qui est la même que celle-là, qui est 1,5. C'est pourquoi vous avez ici une majoration avec 1,5. Voilà. Vous avez une majoration de 0,5 moins x bar par 1,5. Et vous avez une majoration de sinus de 1 par racine de 3 sur 2. Bon, le calcul va nous donner ces valeurs. C'est un calcul sur Excel. Vous pouvez toujours, pour les plus curieux, essayer de le faire. On commence par n égale à 1, on trouve 0,8, puis 0,6, puis 0,8, puis 0,7, et on continue. Et nous avons des précisions d'ordre de grandeur de précision jusqu'à l'avant-dernière valeur, c'est-à-dire n quand même qui est égal à 27, 27 itérations. On trouve l'erreur, la précision, il est inférieur à 0,208, c'est-à-dire c'est de l'ordre de 10-3. Et même avec 44 itérations, on arrive juste à 0,308 qui est 10-4. Donc c'est une méthode qui, ça confirme ce que nous avons dit tout à l'heure. La méthode, elle converge, mais d'une manière linéaire, donc c'est un peu long. Voilà. Bien. Parmi les autres problèmes que nous pouvons donc rencontrer, c'est les problèmes des systèmes. Au lieu que ce soit une équation f de x égale à 0, un système où vous avez plusieurs équations de ce genre-là, plusieurs fonctions fi, plusieurs valeurs. Et là, nous ne pouvons pas utiliser les mêmes méthodes, mais nous devons adapter ces méthodes à travers des outils mathématiques qui sont les fonctions plusieurs variables, on reformule le problème sous forme d'un système. Bon, là, si on prend un exemple de deux équations, on définit une fonction plusieurs variables. Je sais que à peine vous avez commencé à introduire ces notions, mais nous n'allons pas trop détailler cette partie-là. C'est juste pour les plus curieux. Donc, ce qui vous attend peut-être comme application par la suite dans quelques matières de spécialité pour ceux qui vont opter pour des masters ou autres. La notion de dérivée, elle est remplacée pour ces fonctions de la matrice dite jacobienne, qui est matrice constituée des dérivées partielles. Et donc, on peut définir la méthode de Newton, mais elle va être une méthode vectorielle. Voilà. Je ne vais pas détailler donc tout ça, mais ça, c'est juste pour votre connaissance, pour dire, voilà, il y a ces parties-là, d'autres méthodes qui s'adaptent mieux à des réalités et que vous pouvez rencontrer donc par la suite. Bien, je pense que